La nature, libre, belle, éternelle source d'inspiration. Conscients d'être parmi les derniers témoins de la beauté du monde, les photographes animaliers cherchent à partager leur passion. Pour cela, outre leurs connaissances naturalistes, ils doivent parfois maîtriser un matériel de prise de vue spécial, permettant de réaliser des images d'animaux difficiles d'accès. Juste retour des choses, la technologie se met au service de la nature. Bon ben voilà, c'est un endroit que j'aime particulièrement et sur lequel je vais pour faire les photos de vautours posés sur ce rocher. Et ce que je voudrais faire, c'est une photo différente, avec un arrière-plan beaucoup plus significatif des gorges du Tarn. C'est-à-dire un arrière-plan qui montre la vallée du Tarn, le village derrière, et en premier plan, les vautours ou le vautour qui viendra se poser dessus. Donc pour ça, il faut se mettre beaucoup plus dans le vide. On va utiliser ce mât qui va permettre d'installer tout le matériel dans l'alignement des gorges du Tarn et du rocher. Tout ça est relié par un câble multiconducteur d'une vingtaine de mètres et qui est relié à ce pupitre qui permet d'avoir toutes les fonctions. Maintenant on va mettre la rotule électrique. Ensuite je teste le zoom. Donc on voit la petite bague qui tourne. Voilà. La petite rotule électrique qui me permet d'orienter à distance le zoom. La petite caméra qu'on met derrière le ton de l'appareil photo et je contrôle l'image dans le ton et là tout va bien. Donc tout est prêt, on va mettre comme ça. Ouais, c'est nickel. Ça marche super. Une fois l'installation en place, Marc s'éloigne pour laisser le site aux rapaces. Donc je me suis positionné ici parce que les vautours se posent sur le rocher, qui est complètement à l'autre côté de ce gros bloc derrière moi. Donc aucune chance qu'ils nous voient. Au moment où on est parti, il n'y avait pas de vautour dessus. Donc il va falloir attendre. Donc voilà, là j'ai l'image et je peux cadrer. Ça c'est vraiment très confortable ce genre de technologie. Bon là je suis un petit peu entouré de deux grands rochers, je vois pas grand chose d'autre. Mais bon, j'ai des petits lézards qui se promènent, j'ai des petites souris qui viennent me voir. Et puis en l'air, on voit les congénères vautours qui passent. Donc on se dit peut-être qu'il va s'arrêter ici, je sais pas. On est aux aguets, on a le cœur qui commence un petit peu à battre. Et c'est là que c'est intéressant. Donc l'attente, c'est pas... Là, on n'attend pas un bus. On s'attend à chaque moment à voir quelque chose ou à entendre quelque chose au moins. Et ça, c'est très intéressant, très passionnant. Voilà, il y en a un. Oh, super. On a un joli fond de vallée. Donc là, c'est un vrai petit jeu d'enfant. Je retouche légèrement le cadrage. Voilà, super. Là, il y a une... Oh là, c'est super. La lumière vient de changer. Là, c'est vachement sympa. Tac, je déclenche. Voilà la photo que je voulais faire. Et on a le fond de vallée des gorges du Tarn en arrière-plan. C'est vraiment magnifique. Photographier les insectes en gros plan nécessite un matériel spécifique. Nous sommes en Touraine, au mois de septembre. Aujourd'hui, Gilles Martin a choisi de placer un studio de macrophotographie au milieu d'un pré fleuri.
Cette installation lui permet d'obtenir sur diapositive des images d'insectes 10 fois plus grandes que leur taille réelle. Pour des photos avec des rapports de grandissement élevés, de l'ordre de 5, 6, voire jusqu'à 15 fois, je dois utiliser des accessoires très spécifiques, comme des soufflets, comme des bagues à longe télescopiques. Ces dispositifs me permettent, par exemple, de photographier plein cadre sur le capteur, une tête de menthe religieuse sans aucun souci. Là, on va l'attraper, pas besoin de filer, elle va venir se mettre tranquillement là. Et là, je l'emmène directos au studio. Donc voilà la bête. Donc là, on va essayer de la mettre tranquillement sur le support. Elle va essayer d'aller toute seule. En douceur. Et voilà. Donc là, après, on n'a plus qu'à faire les photos. Donc là, je vais utiliser le fond et avoir des fleurs en arrière-plan. Là, elle a une belle attitude, là. Bien sûr, sur ce type de studio, on ne peut pas photographier les papillons, on ne peut pas photographier les libellules. Il faut des insectes non volants, ou peu volants, je dirais, comme la menthe religieuse, qui, si jamais là, elle a envie de partir, elle va faire 2 mètres, et puis je peux la récupérer très facilement. Maintenant, je vais essayer de réaliser des gros plans de la tête. Avec le soufflet, je vais attaquer des rapports de grandissement à peu près 10-12 fois. Là. Donc là, pour l'éclairer, je vais mettre la fibre optique. Donc c'est une lumière secondaire qui me permet d'avoir une meilleure lumière pour faire le point. Le sujet étant près de l'objectif, la profondeur de champ est très faible. Pour augmenter cette zone de netteté, il faut utiliser une petite ouverture du diaphragme et donc utiliser un éclairage artificiel. Moi, ce qui me fascine le plus chez la menthe religieuse, c'est le paradoxe entre sa cruauté et sa beauté naturelle, qui en font un animal assez charismatique. Le charisme de la menthe religieuse femelle est souvent fatal aux mâles, surtout lorsque ceux-ci sont trop occupés à se faire beau. Moi, j'ai commencé la photographie vers l'âge de 20 ans. Je me suis lancé dans la macrophotographie parce que pour photographier les mammifères et les oiseaux, on doit se munir de super téléobjectifs qui coûtent très cher. Donc tout naturellement, je me suis orienté vers la macrophotographie. L'autre avantage également, c'est qu'on n'a pas besoin d'aller aux antipodes ou dans des contrées reculées et sauvages. On trouve autour de nous des super sujets comme cette jolie menthe religieuse qui nous permettent de faire des images extraordinaires à 2 pas de chez nous. Il suffit de sortir de son jardin, d'avoir 1 heure devant soi et puis clic-clac, vous arrivez à faire de belles images. C'est un petit peu différent d'une photo d'oiseau, de mammifère. En macro, il y a beaucoup moins d'action. Donc on se consacre beaucoup plus sur la composition, la lumière bien sûr, mais surtout l'esthétique. La macro, c'est déjà riche en couleurs, donc il faut jouer la carte du graphisme à fond pour réussir des images intéressantes.
C'est au fond d'une vallée perdue des Cévennes que Paul Starosta a aménagé son propre studio. C'est aussi un lieu de vie immergé dans la nature, qui bénéficie d'un matériel d'éclairage de pointe, permettant de réaliser des photos au style épuré. J'ai le même matériel qu'un photographe de mode, c'est-à-dire que ça permet toutes sortes de réglages, toutes sortes d'incidences de lumière et tout ça. Donc on met ça au service de l'animal pour le montrer au mieux de ce qu'il est. C'est dans le studio que je pourrais faire ça le mieux, quoi. Alors évidemment, dans la nature, on lui rend aussi hommage d'une autre manière, quoi, en l'intégrant, en montrant des comportements et tout. Mais pour ce qui est du portrait, de voir juste ce que c'est que cet animal, c'est comme ça, je pense, qu'on arrive le mieux à le faire, puisqu'on a énormément plus de moyens que dans la nature. J'ai fait aussi des voyages, bien sûr, mais j'ai tout autour de chez moi et ça me satisfait complètement, quoi. Depuis tout le temps, j'ai été attiré par les mares parce que c'est très riche, une mare, il y a énormément de vie qui s'y passe. Et donc j'en ai créé une ici. Et ça a été un travail de pas mal d'années pour mettre ça en place, mais petit à petit j'ai réussi à avoir un milieu un peu sauvage comme ça, avec des plantes aquatiques et des animaux qui sont venus spontanément, quelques larves de libellules que j'ai amenées pour commencer à peupler ou des choses comme ça. Et petit à petit j'ai eu un milieu un peu vivant, assez équilibré à peu près, quoi, qui fonctionne. J'ai pour habitude d'observer un peu mon sujet. Et ensuite, je le reproduis en studio, sans contrainte de mauvaise lumière, de plantes qui gênent ou de choses comme ça, ou de vent. Souvent, on est embêté par le vent. Je mets un fond noir parce que j'essaie de sortir l'animal pour permettre qu'on le voit au mieux, quoi. Je le mets le plus possible en valeur. Paul travaille parfois sur des animaux exotiques d'élevage, mais également sur la faune sauvage qui vit dans la mare au pied de sa maison. Aujourd'hui, il aimerait réaliser le portrait d'une belle grenouille verte. Le principe, c'est d'avoir un petit bout de bas qu'on va agiter devant la grenouille. Et comme une grenouille, elle a un réflexe d'attraper tout ce qui bouge, elle va mordre, avec un peu de chance évidemment, elle va mordre dans le bas. Et comme elle a des toutes petites dents, minuscules, un peu recourbées, là, elle va s'accrocher. Pendant quelques instants, elle sera accrochée dans le bas, sans se faire mal, hein. Et elle tombe assez rapidement. Donc. Et je la récupérerai dans l'épuisette. Voilà, sans dégâts pour la grenouille, bien sûr. Ce que je veux montrer, c'est regarder comme elle est intéressante, comme elle est étonnante, hein. C'est tout mon problème, hein. C'est essayer, avec une grenouille verte, de faire quelque chose, de montrer que c'est quand même un bel animal, même si on a l'habitude de le voir un peu différemment de d'habitude. Voilà. On a peu l'occasion de se mettre tout près d'elle, puisqu'elle saute. Donc là, on sera tout près d'elle, et peut-être que ça sera intéressant, j'espère, quoi. Voilà. Si elle veut être sage, je vais pouvoir faire mes réglages. Oh, pardon. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Ah non, non, non. Et c'est ça qui est curieux, quoi, cette grosse bande, là. Parce que de face, elle est comme tout le monde, hein. Alors là, elle est presque bien. Ça ne bouge pas, hein. Elle est sage comme tout. Bon, je pense que ça va aller, là. Oh, là, c'est pas mal, ça. C'est pas mal. Et si je te mettais un petit truc devant, ça, on s'en fout. T'es décidé, là. T'as un air décidé, en tout cas. Oui, on voit ta ligne, là, c'est bon, hein. Non, c'est bon. Tu tournerais légèrement. Je sais bien que tu sais pas tourner la tête. Très légèrement, pour pas avoir l'air de partir. Là, on était vraiment vernis. Elle bougeait pas, elle s'est pas sentie éminemment en danger. Elle a dit quand je bouge pas, il se passe rien, donc elle a dit je bouge pas, et donc elle était assez sympa, quoi. Alors on peut toujours faire des très belles photos dans la nature, et heureusement qu'il y en a, et moi, il ne s'agit pas de dire c'est comme ça qu'il faut photographier les animaux, bien au contraire. Simplement, moi j'apporte un complément. On la voit, comme on a beaucoup de difficultés à la voir dans la nature, c'est évident, hein, bon,
c'est pas très facile d'être si près d'elle. Je peux pas m'empêcher de montrer le côté anatomique intéressant de l'espèce, puisque je ne fais pas de comportement ou relativement peu, puisqu'ils sont pas dans des conditions où ils ont là un comportement facile. Donc j'essaie de montrer ce qui est caractéristique. Et puis comme ils sont beaux, quoi, pour l'essentiel, il y a rarement quelque chose qui est pas beau. Toutes ces choses-là, je ne peux les faire qu'en studio, évidemment. Je peux pas. Voilà. Je vais la relâcher là-bas. Voilà. Voilà, tu peux y aller. Vas-y, vas-y. Voilà. Paul a réussi à garder un contact étroit avec la nature. Il a compris que tant qu'il respectera le biotope qu'il a lui-même créé, celui-ci lui offrira de magnifiques sujets de prise de vue. Mais certains sujets réclament que l'on se mouille un peu plus. À chaque mois d'avril, Michel Loup, photographe jurassien, plonge dans l'eau glaciale d'un lac de montagne. On est dans une bulle dans le lac. On voit pas ce qu'il y a sur les côtés, à cause d'une certaine turbidité, on voit pas ce qu'il y a au fond, ça se perd un peu une sorte de brouillard. Et là vraiment on est dans la rondeur, et j'ai plus d'éléments perturbateurs comme l'horizon. J'ai enfin éliminé la ligne d'horizon de ma vie, mais c'est génial quoi. La sobriété de ces lignes donc, que je recherche absolument, hein, c'est une verticale, des nénuphars et de ces couleurs, j'en ai besoin pour arriver à mettre en image ce rêve que j'ai du paysage originel. J'ai découvert les frais des grenouilles rousses et les frais des crapauds. Et je pense que là aussi, j'arrive de plus en plus près de cette sous-primitive, de cette vie du début, quoi, en fait, hein, du début du monde. Donc voilà le matériel que j'utilise pour les plongées, qui contient donc un boîtier numérique et son objectif grand angle. Pratiquement toutes les commandes du boîtier numérique à l'intérieur sont accessibles. Et vous voyez, comme on a un écran qui est assez spacieux. Je travaille qu'en ambiance naturelle, donc sans flash, lumière naturelle. Hein, le but, c'est pas le poisson, c'est pas... Non, le but, c'est le paysage subaquatique. Éventuellement, s'il y a un poisson qui passe par là, c'est un super premier plan, tant mieux. Mais le but, c'est le paysage subaquatique et l'ambiance. Hein, le rayon de soleil qui perce à travers la voûte forestière des nymphéas, enfin bon... Donc ça va être les horaires les plus proches du zénith du soleil selon l'époque, quoi. Et puis qu'est-ce qu'il faut en plus? Alors il faut que l'eau soit claire, important aussi. Parce que bon, c'est pas souvent dans les lacs. Hein. Il y a une autre contrainte aussi, ça peut être le vent. Ça peut être le vent parce que quand on est en surface, en tuba, s'il y a un fort vent, on peut facilement, on va se trouver, tiens, oh, super, on est devant un brochet, on va commencer à faire la prise de vue, et puis le vent se met à souffler derrière, et hop, on voulait rester à 50 cm du brochet, et on va sur lui. Alors qu'est-ce qu'il fait le brochet? Regarde, il dit qui c'est celui-là? Il recule le brochet. Bon, mais à un moment donné, le brochet il est coincé par des feuilles, et puis bon, bah, il s'en va, quoi. Donc c'est vrai que le vent, il faut faire très attention avec ça, parce que c'est vraiment un piège. Grâce à ses années d'entraînement et de perfectionnement, Michel peut maintenant s'immiscer auprès des crapauds pendant le frai.
par ces images, j'espère donner une autre image du crapaud, lui montrer ce petit côté tendre, ce petit côté, bon, peut-être parfois trop affectueux, je reconnais, mais bon, voilà, un petit côté un peu drôlatique. Quelque chose de très intéressant pendant le frais des crapauds, c'est la posture. L'amplexus, une posture qui permet au mâle de presser sur le ventre de la femelle de façon à l'aider et à expulser son chapelet d'œufs qui sort du cloaque de la femelle. Et donc c'est long à expulser, apparemment c'est pas facile, et donc le mâle crapaud justement prend cette position de plexus pour appuyer avec ses petits bras costauds, il appuie sur la femelle ça aide à expulser. En même temps le crapaud mâle donc envoie sa semence sur les œufs. Voilà. En Bretagne, Christian Koenig s'intéresse aux espèces mal aimées ou méconnues. Son système de prise de vue très complexe nécessite des repérages préalables sur le terrain, effectués au moment des grandes marées. Le 80% des photographes s'occupent du 10% ou du 15% de la faune. Et il y a des champs à expérimenter qui sont immenses. Et c'est la raison pour laquelle je me tourne sur des sujets qui sont passionnants à réaliser, comme la faune des invertébrés marins, parce que c'est vraiment des animaux qui sont humbles, auxquels personne n'attache vraiment d'importance, si ce n'est quelques scientifiques. Et moi, ce que j'aimerais, c'est toucher le public à travers mes images, à travers la beauté qui peut s'en dégager. Christian travaille en partenariat avec la station biologique de Roscoff, un centre de recherche et d'enseignement en biologie marine. En échange de ces images, il bénéficie d'un espace de travail pour photographier en macro les nombreux spécimens d'invertébrés marins qui vivent dans les aquariums ou qu'il a recueillis sur la plage. L'aquarium, c'est juste un moyen d'arriver à transcrire la beauté de l'animal. C'est le meilleur moyen. Ce n'est pas du tout possible de mettre ce système de photographie en place sous l'eau. C'est beaucoup trop complexe. Sous l'eau, en combinaison, il y aura l'inertie des vagues, la turbidité de l'eau. Ici, tous ces facteurs, je peux les contrôler de manière à avoir des photographies le plus esthétiques possible. Il faut que j'aille sur la plage collecter les animaux, et puis après, il faut que je collecte des fonds ou des supports pour les mettre en scène, et puis après, que je vienne ici dans le labo, sur mon établi, pour essayer de les remettre en situation avec le matériel que j'ai collecté sur la plage. Une nudibranche, ici. La voûte du rocher, elle est couverte, elle est tapissée d'éponges. Ici, il y a un petit grain de café, je vais le prendre. C'est un petit mollusque, un petit coquillage, qui est très 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 joli. Je vais photographier sous ce bloc, c'est absolument magnifique. C'est presque un lac souterrain. Il y a une richesse absolument incroyable. Sous ce bloc, il y a de l'ombre, il y a de l'eau qui goutte. Et c'est très favorable au maintien des animaux lorsque la mer s'est retirée. Partout au-dessus de moi, c'est du vivant. Ici, il y a une nudibranche. Alors là, on voit quasiment rien, c'est un petit point blanc, mais il est tout mou. Je peux la décoller. Et on va la photographier, celle-ci. C'est très très esthétique comme petit animal. Ah. J'ai trouvé une araignée de mer.
De retour au labo, Christian doit mettre en scène ses découvertes. J'ai appris toutes les techniques de prise de vue de manière empirique. À l'époque, je travaillais à l'aide d'une caméra argentique, avec l'aide de films. Et ben, je travaillais pendant 2 semaines sur la prise de vue et j'avais le résultat uniquement à mon retour en Suisse. Ici, j'ai un corail. Je vais mettre un petit peu de nourriture, du sang de poisson, pour essayer de faire venir et sortir les polypes. Pour augmenter le rapport de grandissement et photographier ces minuscules créatures, Christian ajoute un premier soufflet. Oh là là, c'est beau. Toujours plus avide de détails, Christian retourne l'objectif et ajoute un deuxième soufflet. De tels rapports de grossissement permettent de révéler une beauté insoupçonnée. L'animal, après, je vais aller le relâcher sur la plage. J'ai simplement emprunté un peu de son temps de vie pour qu'il puisse parler, lui donner cette possibilité, on pourrait dire. Paris, un lieu inattendu pour pratiquer la photo animalière. Mais qui n'a jamais entendu parler des faucons des tours de Notre-Dame? Sûrement pas Jean-Jacques Bougeot, qui relate régulièrement sur son site internet les petites aventures de la faune parisienne. Il y a quelques années, j'ai croisé tout simplement un héron cendré survolant l'opéra à faible altitude. Et moi qui avais l'habitude de pratiquer l'ornithologie en province et notamment dans ma région natale en Vendée, j'ai tout à coup saisi qu'il y avait des choses à voir, y compris en ville. Et de fil en aiguille, je me suis intéressé à la faune urbaine et je me suis mis à la photographie pour tenter de témoigner auprès d'un maximum de Parisiens de toute cette richesse qui constitue un véritable patrimoine. C'est vrai que la plupart des habitants ignorent qu'on peut rencontrer à Paris jusqu'à 160 espèces
d'oiseaux, ce qui est absolument considérable, sans compter également quelques mammifères surprenants comme le renard roux. Et puis étonnamment, il y a des oiseaux qu'on peut approcher comme nulle part ailleurs. C'est le cas du jet des chênes, on peut approcher à une dizaine de mètres à peine dans Paris, ou du héron cendré, on peut même approcher parfois certains individus à 5 ou 6 mètres, alors qu'il s'agit d'individus sauvages, mais qui sont nés, pour certains d'entre eux, dans des milieux périurbains. Vers la fin mai, Jean-Jacques se rend régulièrement au château de Vincennes. Il a remarqué qu'en cette saison, des couples de faucons cresserelles avaient l'habitude d'y nicher. Effectivement, une femelle est en train de couver. Le mâle, reconnaissable à sa tête grise, prend soin de la ravitailler régulièrement. Tandis que la femelle emporte la proie offerte pour la dévorer hors du nid, le mâle prend le relais en couvant les œufs jusqu'à la fin du repas de sa belle. Quelques semaines plus tard, 5 petits faucons sont nés. Ravitaillés en petits passereaux et en mulots par les 2 adultes, leur croissance est rapide. Pour satisfaire leur appétit d'ogre, les parents sont en quête permanente de nouvelles proies. Le faucon cresserelle, c'est le plus petit des rapaces diurnes d'Europe, c'est de la taille d'un pigeon à peu près, et c'est le principal rapace présent à Paris. C'est vraiment devenu une espèce emblématique pour beaucoup d'ornithologues parisiens et de photographes animaliers sur Paris, puisque c'est l'espèce qui niche le plus volontiers sur les grands monuments les plus célèbres de la capitale, que ce soit le Panthéon, l'Arc de Triomphe, ou ici au château de Vincennes. Courant juin, les petits se montrent de plus en plus agités, comme impatients, et multiplient les séances de gymnastique. Ils sont sur le point de s'envoler. Les adultes, on l'a vu, ne les visitent que rarement. On a eu cette chance. Et là, ils sont vraiment particulièrement actifs. Ils ont déjà des comportements d'oiseaux adultes, faisant leur toilette, battant des ailes. Ils sont, on voit, impatients de quitter le nid maintenant. Pour Jean-Jacques, qui suit maintenant depuis plusieurs semaines la croissance des petits faucons, c'est un instant émouvant à ne pas rater. Il l'a fait. Incroyable. Et voilà, qui vient de se poser là un peu en contrebas. C'est un nouveau monde qui s'ouvre à lui. Le piaillement inquiet de ses frères lui fait paraître le nid familier bien loin. Première leçon de vol, il est plus facile de descendre que de monter. Il faut d'une manière générale éviter de photographier évidemment les oiseaux au nid, que le risque de dérangement est beaucoup trop important. Mais dans le cas qui nous intéresse, des nids de faucons cresserelles, de ce nid en particulier, ce sont les oiseaux eux-mêmes qui s'installent à faible distance de lieux de passage couramment fréquentés. Les forêts de la région parisienne accueillent également des espèces qui n'en sont pas endémiques. Néanmoins, telles les perruches à collier, elles demeurent intéressantes pour le photographe. On les retrouve dans la banlieue sud de Paris depuis maintenant une quinzaine d'années. Ce sont au départ des individus qui se sont échappés de captivité et qui ont réussi à s'adapter à notre climat. Ce qui n'est pas très étonnant d'ailleurs, puisque la perruche à collier
qui vit normalement dans l'Asie du Sud, en Inde, n'hésite pas à s'installer sur les contreforts himalayens. Donc elle est habituée à s'adapter à un spectre climatique très très large. Il y a de grandes chances qu'elle colonise peu à peu les grands parcs parisiens dans les années qui viennent. Certaines personnes nourrissent plus spécifiquement les perruches maintenant avec des morceaux de fruits, mais les oiseaux n'en ont pas besoin et les oiseaux sauvages, il vaudrait mieux pas qu'ils prennent l'habitude d'être nourris par les habitants, c'est sûr. Les oiseaux font l'objet d'attention particulière de beaucoup de Parisiens qui aiment ce contact avec la nature. Et donc les écureuils en profitent et c'est à cette occasion qu'on peut les approcher peut-être plus facilement quand ils se nourrissent que lorsqu'ils s'ébattent à la cime des arbres. Trop occupés à constituer des réserves de nourriture, l'écureuil se laisse approcher. La vie trépidante de ce petit mammifère est un sujet de prédilection pour tous les photographes. L'écureuil, c'est toujours un animal très attachant, quoi, qui est un peu emblématique parmi les mammifères qu'on peut rencontrer en ville. Mais les écureuils ont malheureusement disparu totalement de Paris intramuros. Hein. On ne les trouve plus que dans les bois périphériques. Nous sommes en Normandie, à la rencontre de Fabrice Simon, qui vit de sa passion des animaux grâce à un élevage de chevaux. Le dernier est arrivé au haras, il est né hier après-midi. On espère qu'il sera digne de son père et que ça sera un futur champion comme était son père. De son haras, Fabrice a fait également un sanctuaire pour les oiseaux. Ces granges accueillent des chouettes, mais aussi des hirondelles à chaque retour de migration. Le bonheur des unes fait le bonheur du photographe. Là, on se trouve dans la grainerie du haras. Dans ce box-là, on a 3 couples différents qui se sont établis ce printemps et qui reviennent tous les ans. Moi, je m'arrange toujours en ouvrant les fenêtres pour qu'elles puissent rentrer, nourrir et sortir comme elles veulent. Et que ce site reste intact. Et c'est par des gestes comme ça qu'on peut continuer à pouvoir observer ces magnifiques oiseaux. Donc là, évidemment, on est dans des conditions de photographie relativement faciles, puisque on n'a pas besoin d'être planqué outre mesure et d'attendre des heures et des heures que quelque chose se passe, comme par exemple les photos de chouettes du Lot en forêt, où là j'ai mis plusieurs mois pour pouvoir réaliser quelques clichés. Fasciné par les rapaces nocturnes, Fabrice arpente les alentours du haras. Avant la tombée de la nuit, il tombe parfois sur des individus intéressants, tel ce jeune hibou moyen-duc.
Mais ses plus belles photos de chouettes, Fabrice les réalise grâce à un système de barrière infrarouge. Celle-ci déclenche le boîtier, dissimulé dans un caisson insonorisé, lorsque les oiseaux coupent le faisceau. La nuit venue, Fabrice se glisse dans un affût pour surveiller son installation. Maintenant, il n'y a plus qu'à attendre, en espérant qu'elle vienne nous voir. Quand elle part en chasse sur cette clairière, elle arrive toujours du même endroit. Et le fait d'avoir des perchoirs à disposition l'incite à venir se poser dessus. Mais il faut quand même savoir que pour réaliser ce genre d'image, il faut pas mal de nuits. Il m'a fallu quand même plusieurs mois de mise en place de tout ce matériel-là. Malheureusement, cette nuit, la chouette Hulotte préfère garder ses distances. Mais Fabrice a parfois plus de chance. Il y a 2 ans, des chouettes effraies nichant dans son grenier lui ont réservé une belle surprise. J'avais remarqué pendant l'hiver une fréquentation assidue des effraies dans le grenier. J'ai utilisé les barrières infrarouges et par chance un soir, j'ai fait une photo que j'aime beaucoup où l'effraie pénètre avec un campagnol pour aller nourrir ses jeunes et au même moment, dans le même plan, on a une chauve-souris, un grand murin qui passe au-dessus. Et c'est vraiment une image qui me tient vraiment à cœur. C'était un petit peu exceptionnel et je vous promets que le matin, quand on arrive, qu'on relève le boîtier, qu'on regarde les images et qu'on découvre une photo comme ça, là, on démarre bien la journée. En règle générale, la photographie de chauve-souris nécessite des techniques complexes. Tanguy Stöckle, grand spécialiste en la matière, utilise principalement un système de barrière infrarouge. Mais pas seulement. Il nous emmène dans le Vaucluse, sur le seul site où il est possible de photographier des chauves-souris en plein jour. Espèce menacée, le petit rhinolophe est très craintif. Une extrême discrétion est donc indispensable. C'est vraiment tout à fait exceptionnel parce que c'est vraiment le seul site que je connais comme ça où il est possible de les voir sans artifice, hein, donc sans lumière, sans flash, etc. quoi. Et donc ça permet de faire justement quelques clichés de leur vie diurne, en tout cas, hein, parce que les chauves-souris volent la nuit, mais le jour, bon, il se passe plein de petites choses dans la colonie. Hein. Lorsque la température descend sous de 23 degrés, par exemple, les chauves-souris, hop, vont se grapper pour se tenir chaud. C'est une petite boule de poil qui fait 4 grammes pour les plus petites, hein, qu'on trouve en France, et qui est complètement inoffensive. Hein. Une chauve-souris ne viendra jamais attaquer un homme, jamais se mettre dans les cheveux des jeunes filles, et qui au contraire va manger beaucoup d'insectes comme les moustiques, parce qu'une pipistrelle ça peut manger l'équivalent de 3000 moustiques par nuit. Donc comme régulateur en tout cas des populations d'insectes, les chauves-souris sont indispensables en tout cas. Ouais. Et au niveau photo, c'est vrai que ça m'a posé beaucoup de problèmes tout de suite et c'est vrai que c'est quelque chose que j'ai bien aimé. C'est un petit animal qui vit la nuit, qui est petit, qui vole vite, qu'on ne voit pas. Si on éclaire, il n'y a plus personne. Et tout ça, c'est une petite problématique qui m'a plu. C'est très particulier la photo de chauve-souris parce qu'il faut connaître parfaitement l'animal, savoir où il passe, savoir où il est, tout ça. Tanguy a recensé dans le Luberon des centaines de sites fréquentés par des chauves-souris. Je passe beaucoup de temps sur le terrain à faire des repérages, à chercher des gîtes et des choses comme ça. Mais c'est vrai que contrairement à ce que rechercherait naturellement un photographe animalier, je m'installe à des endroits où il y a très peu de chauves-souris en fait. Hein, parce qu'elles sont fragiles, j'irai jamais m'installer à une entrée de cavité où il y a 3000 bêtes à l'intérieur. Ce qui est important lorsqu'on fait des images de chauves-souris, c'est donc de ne pas les déranger. Et c'est pour ça que j'ai été vérifié à l'intérieur de la grotte pour voir s'il n'y avait pas une grosse colonie. Parce que sinon, avec les flashs, ça risquerait en fait de perturber la sortie et ça les retarderait pour partir en chasse. Si photographier les chauves-souris posées, c'est déjà un problème parce qu'elles sont vraiment très, très sensibles
Les photographier sur leur territoire de chasse, ça pose un gros problème technique parce qu'évidemment c'est la nuit, hein. Si on éclaire, il n'y aura pas de chauves-souris. Et comme les chauves-souris volent entre 20 et 60 km/h dans le noir, donc moi j'utilise le système de la barrière infrarouge. Donc là c'est pour imaginer la chauve-souris, pour faire ma mise au point et tout ça. Et donc j'ai installé ma barrière infrarouge ici, parce que j'estime que la chauve-souris va passer ici. Et ma barrière infrarouge en fait va déclencher mes flashs. Donc un flash ici, un flash ici, ça devrait suffire pour cette image. Et puis mes deux appareils photo, donc là c'est le Blad et le D3 qui est plutôt en gros plan. Donc voilà. Un dernier contrôle de la mise au point et de l'exposition, et Tanguy peut attendre sereinement la tombée de la nuit et l'arrivée des acrobates volants. Et soudain, dans mes images, je recherche vraiment à ce qui est une atmosphère. Alors c'est pas facile à faire, hein, mais voilà, c'est ce que je recherche moi quand je fais de la photo, c'est de mettre l'animal dans son environnement et qu'il y ait quelque chose, quoi. Et puis à côté de ça, je travaille pour le groupe Chiroptère de Provence, hein, qui est l'association qu'on a créée en 1995 et qui en fait, dans lequel on mène des études sur les chauves-souris, on fait de la sensibilisation également et de la protection. Et on a acquis donc une caméra qui permet de filmer à 1000 images secondes et surtout qui permet de filmer avec des éclairages infrarouges. Et là en fait ça nous a ouvert de nouvelles portes parce que la vidéo en infrarouge permet de nous ouvrir vraiment un univers qu'on n'avait pas du tout accès sans matériel, quoi. Un ordinateur permet de contrôler le cadrage, piloter la caméra et enregistrer sur disque dur les plans conservés. L'éclairage infrarouge invisible à l'œil nu ne dérangera pas les chauves-souris. Cette technologie de pointe, combinée à des ralentis extrêmes, offre à Tanguy des images riches d'enseignements. On ouvre une fenêtre dans le noir, hein, et puis il se passe des choses vraiment formidables. Quand on voit la chauve-souris en train de voler au ralenti, tout ce qui se passe, parce que la chauve-souris évidemment c'est très fugace, quoi. Enfin, on voit un truc comme ça, enfin notre œil ne voit rien, quoi. Et là, d'un coup, on voit tout ce qui se passait dans ce quelques dixièmes de seconde, où en n'a rien de temps, on essaye de choper 2 insectes et tout. Comment les chauves-souris utilisent leur corps, utilisent leurs ailes pour voler, c'est respect. C'est le plissement de la peau, quand elle ouvre la bouche et qu'on voit qu'on imagine les ultrasons sortir. Et puis voilà, c'est super, quoi. La vidéo, ça. Ainsi, au fil des années, les hommes ont mis au point des techniques photographiques toujours plus sophistiquées.
Des fresques rupestres de Lascaux jusqu'aux images saisies par nos capteurs numériques, les modes de représentation du monde du vivant ont considérablement évolué. Mais notre fascination pour la nature, dans tout ce qu'elle a de plus authentique, de plus beau, est restée intacte. Car aujourd'hui, plus que jamais, la technologie nous ouvre les portes d'un univers fascinant. De la vie sauvage, elle nous offre une représentation tantôt grandiose, tantôt subtile et délicate. En nous donnant à voir, elle nous donne à aimer.